Le succès par la pensée constructive, écrit par Napoléon Hill et Clement Stone. Chapitre 4. Irez-vous à la découverte des pouvoirs de votre esprit? Vous êtes un corps et un esprit, et parce que vous êtes esprit, vous possédez des pouvoirs connus et inconnus. Allez à la découverte des pouvoirs de votre esprit. Les découvertes qui vous attendent vous apporteront la santé physique, morale et mentale, le bonheur et l'aisance matérielle, le succès dans votre champ d'action, une prise de contact avec vos pouvoirs connus et inconnus que vous pouvez utiliser, contrôler ou harmoniser. Ayez la curiosité de pousser vos investigations portant sur les pouvoirs extra-physiques au-delà des lois physiques que nous connaissons. Ces forces, vous pourrez en faire usage si vous apprenez à les maîtriser. Et c'est aussi facile que de régler le téléviseur à un canal précis. Un enfant arrive très bien à tourner les boutons du téléviseur pour capter son émission préférée, quoiqu'il ignore tout de la conception du poste récepteur, du fonctionnement de la station émettrice et de la technologie qui a permis de fabriquer cet appareil. Il lui suffit de savoir comment tourner ou pousser les boutons. Ce chapitre vous apprendra comment effectuer le réglage pour tirer le maximum de la machine la plus perfectionnée qu'on ait jamais réalisée. C'est la puissance divine qui a réussi ce sublime chef-d'œuvre. Mais vous en êtes propriétaire. De quoi cette machine se compose-t-elle? Entre autres de plus de 80 trillions de cellules électriques. Chacun de ces composants, par ailleurs, est un mécanisme électrique. Une de ses parties ne pèse que 3 livres et son mécanisme englobe plus de 10 millions de cellules qui produisent de l'énergie, l'enregistrent et la transmettent. Cette merveilleuse machine, c'est votre corps. Et que vous perdiez un bras, un œil ou une autre partie de votre anatomie, vous ne perdrez rien de votre identité. La merveille électrique qui contrôle le mécanisme de votre corps et fait fonctionner votre esprit, c'est votre cerveau. Votre esprit est également compartimenté. Il y a le conscient et le subconscient, qui sont synchronisés et travaillent de concert. Les savants connaissent bien le fonctionnement de l'esprit conscient, mais il n'y a qu'une centaine d'années que nous avons commencé à explorer le vaste champ inconnu du subconscient. Même si l'homme, dès les débuts de l'histoire humaine, a su utiliser les pouvoirs du subconscient, comme le font encore aujourd'hui les aborigènes, nous allons donc explorer ce domaine. Jour après jour, je m'enrichis de plus en plus. Nous accompagnerons d'abord Billy McCall de Sydney en Australie dans son voyage qui le conduisit de l'insuccès et de la défaite au succès et à la réussite. À 19 ans, Bill lança une affaire qui, malheureusement, échoua. À 21 ans, il tenta son succès de se faire élire. Il connut encore d'autres défaites, mais au lieu de se laisser abattre, il y puisa un motif de plus pour sa quête de la réussite. Il se mit ainsi à chercher les règles du succès. Décidé à devenir riche, il pensait qu'il devait exister des règles pour y parvenir. Il les chercha dans différents livres. Un jour qu'il parcourait les rayons de la librairie, il fut intrigué par le titre Réfléchissez et devenez riche. Il acheta ce livre et le lut d'une traite. Après une troisième lecture, il ne comprenait toujours pas comment appliquer les principes qui avaient permis aux hommes les plus riches du monde de le devenir. Récemment, lors d'une entrevue, il nous disait: J'en étais à ma quatrième lecture de Réfléchissez et devenez riche. Je me promenais dans une rue commerçante de Sydney quand, tout à coup, la lumière se fit. C'était, j'avais compris. J'étais arrêté devant une vitrine de charcuterie et je disais tout haut: Ça y est, j'ai compris, j'y suis. Amusé, une passante s'arrêta pour me regarder. Je rentrai chez moi par le plus court chemin ému de ma découverte. Mais c'est plein de sérieux qu'il ajouta: Voyez-vous, j'en étais au chapitre 4 qui a pour titre Autosuggestion et porte en sous-titre Comment influencer le subconscient. Je me souviens que lorsque j'étais petit, mon père nous lisait à haute voix le livre d'Émile Coué, Maîtrise de soi par autosuggestion consciente. Et s'adressant à Napoléon Hill, il dit: C'est vous qui avez relevé dans votre livre que puisque Émile Coué réussit par autosuggestion consciente à éviter la maladie et à ramener les malades à la santé, on pourrait aussi se servir de cette méthode pour devenir riche ou pour obtenir ce qu'on désire profondément. Devenir riche par autosuggestion, c'était là ma grande découverte. L'idée était toute nouvelle pour moi. McCall décrivit ensuite les principes qu'il appliqua. On aurait pu croire qu'il les avait appris par cœur. Vous ne l'ignorez pas, l'autosuggestion consciente est un moyen de contrôle précieux qui permet de fournir au subconscient des pensées créatrices. Si on la néglige, on permet aux pensées destructrices de s'installer dans ce jardin de l'esprit.
Si 2 fois par jour on proclame son désir de richesse, en se concentrant, en se sentant déjà en possession de cet argent, on communique l'objet de son désir au subconscient qui l'enregistre. Par la répétition de ce processus, on crée volontairement des habitudes de pensée qui aideront à matérialiser ce désir. Permettez-moi de le répéter, lorsque vous lirez à haute voix vos vœux, ce qui vous permettra d'être bien conscient de votre désir d'argent, il est très important que vous vous imprégniez de ce que vous lisez en y pensant profondément. Votre réussite dans l'utilisation des principes de l'autosuggestion dépendra dans une large mesure de votre capacité de concentration. Il faut que votre désir devienne une véritable passion. Quand j'arrivai chez moi, hors d'haleine, je pris place à mon bureau et écrivis définition bien précise des buts que je dois atteindre pour être millionnaire. Le regard toujours fixé sur Napoléon Hill, il ajouta vous avez dit de préciser exactement le montant que l'on veut atteindre et aussi le délai pour y parvenir. Je l'ai fait. L'homme à qui nous parlions n'a plus rien à voir avec le jeune Bill McCall. Il est devenu l'honorable William V. McCall, le plus jeune membre du Parlement australien, président du conseil d'administration de Coca-Cola de Sydney et directeur de 22 autres sociétés. Il est actuellement millionnaire, aussi riche que ces hommes dont il lut naguère la biographie dans le livre qui l'inspira et l'incita à explorer le pouvoir de son subconscient par l'autosuggestion. Il s'était fixé un délai pour devenir millionnaire, atteignant même son objectif 4 ans plus tôt que prévu. Jour après jour, je vais de mieux en mieux. Vous le verrez, nous utilisons le terme autosuggestion comme synonyme de autosuggestion consciente qu'utilisait Émile Coué. Le père de Bill McCall avait tiré profit d'une découverte faite dans un livre de l'époque. Découverte que tout homme ou toute femme, tout enfant peut utiliser à son profit. Comme Bill McCall et son père, vous pouvez vous aussi profiter de la puissance de l'autosuggestion consciente. C'est en explorant les pouvoirs de l'esprit qu'Émile Coué découvrit l'autosuggestion consciente. Il avait recours à l'hypnose pour guérir ses patients, mais il abandonna cette méthode après avoir découvert l'autosuggestion consciente, qui est basée sur l'application d'une loi naturelle. Voici comment il découvrit cette loi. Émile Coué se posait certaines questions, et si on leur trouvait une réponse qu'il fit sa grande découverte. Voici ces questions. Il se demandait si c'était la suggestion du médecin ou celle faite par l'esprit du patient qui amenait la guérison. Coué prouva que la suggestion venait de l'esprit du patient pour atteindre sa conscience ou son subconscient, ce qui entraînait une réaction physique et mentale. Les suggestions extérieures restent inopérantes lorsqu'il n'y a ni autosuggestion inconsciente ni autosuggestion consciente. Si l'on admettait alors que la suggestion du médecin stimulait l'autosuggestion du malade, ce dernier ne pourrait-il pas utiliser lui-même des suggestions positives sur sa santé? Et pourquoi ne pourrait-il pas supprimer les suggestions négatives qui lui nuisent? La réponse à cette deuxième question est facile à trouver. N'importe qui, même un enfant, peut apprendre à développer une attitude mentale positive. Il suffit de répéter des affirmations positives comme celle-ci. Jour après jour, par la grâce de Dieu, je vais de mieux en mieux. Dans ce livre, vous découvrirez quantité de formules motivantes qui pourront vous servir pour votre autosuggestion. Si vous ignorez encore comment utiliser l'autosuggestion, vous les saurez une fois votre lecture terminée. Quand la mort, on trouve la porte. Chaque année, il naît aux États-Unis plus de 300 000 enfants illégitimes. On incarcère plus d'1,5 million d'adolescents dans ces institutions pénales pour des vols de voitures et autres délits. Or, dans bien des cas, on pourrait juguler ces tragédies. Il suffirait A. Que les parents apprennent à se servir de l'autosuggestion. B. Que les enfants sachent utiliser efficacement l'autosuggestion. Ces jeunes gens développeraient ainsi des standards moraux inviolables. Du même coup, ils apprendraient à neutraliser ou à repousser les suggestions nuisibles de leur entourage. Il est évident qu'on obéit plus souvent à l'autosuggestion inconsciente qu'à l'autosuggestion consciente. Et on réagit aux habitudes et à la pression qu'exerce le subconscient. Lorsqu'un homme dont l'attitude mentale est positive se trouve confronté avec un sérieux problème personnel, ses propres motivations entrent en action et passent du subconscient au conscient. On peut notamment vérifier ce mécanisme dans les moments critiques. Par exemple, quand la porte de la mort est prête à s'ouvrir. C'est l'expérience que vécut Ralph Webner de Toowoomba en Australie. Il était 1h30 du matin. Dans une petite chambre d'hôpital, 2 infirmières veillaient Ralph. Le jour précédent, on avait appelé d'urgence toute sa famille. Quand ses parents arrivèrent à son chevet, Ralph était déjà dans le coma, après une grave attaque cardiaque. Les parents restèrent dans la salle d'attente et chacun, selon son tempérament, se rangea les sangs ou priait. Les 2 infirmières tentaient de trouver le pouls de Ralph.
Il était dans le coma depuis plus de 6 heures et son médecin, après avoir tout mis en œuvre pour le sauver, avait quitté la chambre pour aller voir un autre patient dont l'état inspirait également de l'inquiétude. Ralph était amorphe et aphone, sans réaction. Seules les voix des infirmières lui parvenaient encore, mais sa pensée demeurait claire. Il entendit soudain une des gardes malades dire à l'autre tout excité: Mais il ne respire plus. Arrives-tu à lui prendre le pouls? Non. La même question revenait. Arrives-tu à entendre un battement? Non. Je vais bien, pensait-il. Il faut absolument que je le leur dise. Il faut que je trouve le moyen de le leur faire comprendre. En même temps, sa situation ridicule l'amusait. Mais je vais très bien, je ne suis pas mourant le moins du monde. Comment le leur faire savoir? Il lui revint alors à l'esprit la formule qu'il avait appris utiliser. Tu peux le faire si tu y crois. Il essaya d'ouvrir les yeux. Ses paupières étaient lourdes. Plus il multipliait les tentatives, moins il y réussissait. Il essaya de bouger un bras, une jambe, la tête, mais en vain. Sans se décourager, il essayait encore d'ouvrir les yeux. Au bout d'un moment, il entendit ces mots. Il vit encore. J'ai vu une de ses paupières se contracter. Je n'avais pas peur le moins du monde, racontait Ralph. Je ne pouvais m'empêcher de trouver cela drôle. À intervalles réguliers, une des infirmières me criait: M'entendez-vous, monsieur Wepner? M'entendez-vous? J'essayais de lui répondre en battant des paupières pour lui montrer que tout allait bien, que j'étais encore vivant. Tous ces efforts durèrent fort longtemps et finalement, Ralph parvint enfin à ouvrir un œil, puis les deux, juste au moment où son médecin revenait le voir. Efficace et patient, le médecin et les deux infirmières le ramenèrent à la vie. Moyen de persuasion caché. Mais ce qui le sauva alors qu'il était aux portes de la mort, ce fut la phrase d'autosuggestion qu'on lui avait apprise à son cours MP sur la science du succès. Tu peux le faire si tu y crois. C'est ainsi que les livres que nous lisons et les pensées que nous entretenons s'implantent dans notre subconscient. Mais il existe aussi des forces invisibles qui ont également de puissants effets, même si elles sont inconnues de la conscience. Ces forces invisibles procèdent de causes physiques connues et inconnues. Mais avant de discuter de ce que nous ne connaissons pas, illustrons d'un exemple ce qui est aujourd'hui connu depuis la publication de livres de Vance Packard, Moyens cachés de persuasion. Cette histoire fut tout d'abord publiée dans des quotidiens américains, puis reprise par différentes revues. C'est ainsi qu'une revue très sérieuse fit état d'un rapport concernant la publicité subliminale qui n'est pas perçue par la conscience, indiquant que des messages publicitaires étaient projetés sur un écran de cinéma si rapidement que les spectateurs n'en étaient pas conscients. L'expérience porta sur une période de 6 semaines et sur plus de 4000 personnes qui servirent inconsciemment de cobayes. On projetait sur l'écran, selon un procédé spécial qui les rendait invisibles à l'œil nu, deux messages publicitaires sur des produits qu'on pouvait se procurer au restaurant du cinéma. Au bout de 6 semaines, on fit le compte des résultats. Les ventes du premier produit avaient augmenté de plus de 50% et celles du second produit d'environ 20%. L'inventeur de ce procédé expliqua que cette publicité invisible avait agi sur une bonne partie de l'assistance, car le subconscient a la faculté d'absorber des impressions, même celles qui sont trop rapides pour être enregistrées consciemment. L'expérience fit scandale et on dénonça les dangers de cette suggestion subliminale qui constitue un attentat pour diriger nos pensées, pour influencer nos décisions d'achat et de vente, bref, pour altérer le processus normal de notre pensée. Le public avait une peur panique de ce lavage de cerveau dans une de ses formes les plus subtiles. Mais d'autres trouvaient étonnant que personne n'ait songé à étudier ce phénomène avec une attitude mentale positive. Cette suggestion subliminale peut évidemment être employée pour atteindre des objectifs désirables et, comme toute puissance, elle peut être utilisée en bien ou en mal, selon la direction qu'on lui donne. L'expérience a donc prouvé ce qu'il était possible de faire. Même si l'on n'a pas beaucoup d'imagination, on se rend compte des merveilleux résultats qu'on pourrait atteindre si l'on projetait les autosuggestions suivantes sur les écrans de cinéma. Dieu est toujours un Dieu bon. Jour après jour, par la grâce de Dieu, vous allez de mieux en mieux. Ayez le courage de regarder la vérité en face. Ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. L'adversité contient toujours le ferment d'une nouvelle chance. Tu peux le faire si tu y crois. On aurait pu faire cette expérience avec l'MP et avec le consentement préalable de l'assistance. Cette force au subconscient ce que le radar est au navigateur. Pourquoi sombrèrent les paquebots SS Andrea Doria et SS Valkem? L'Andrea Doria, dont le capitaine était Pierre Clamé, et le Stockholm avec comme capitaine H.I.G. Nordenson, entrèrent en collision le 26 juillet 1956
à environ 80 km au large de Nantucket, en Islande. 50 personnes périrent dans cet accident. L'opérateur radar du Stockholm n'aperçut l'Andrea Doria que lorsqu'il était à 15 km l'un de l'autre. Le 26 mars 1959, le luxueux paquebot de ligne Santa Rosa, sous les ordres du capitaine Frank S. Civic, heurta le navire-citerne Valkem à 30 km au large du New Jersey. 4 membres de l'équipage trouvèrent la mort dans cette collision. Le second, Walter Wells, opérateur radar sur la Santa Rosa, ne cessa d'affirmer qu'il avait relevé 2 fois la position du navire-citerne Valkem. Les enquêtes ne donnèrent enfin aucune explication satisfaisante quant à la véritable cause de ces collisions. Fallait-il en rendre responsables les instruments de radar? Peut-être seul Sidney Schneider connaît-il véritablement la réponse. Sidney Schneider de Stocky, en Illinois, commença tout jeune à s'intéresser à l'hypnotisme. Ayant vu son frère aîné, étudiant à l'université, plonger en hypnose son premier patient. Sidney étudia de près l'hypnotisme. Il fit une carrière d'opérateur radio et d'ingénieur en électronique. Durant la Seconde Guerre mondiale, Sidney Schroeder fit partie de ce qu'on appelle l'IFF, Information Friend or Foe, information, ami ou ennemi. Son travail consistait à équiper d'un radar chaque bateau qui quittait le pays. Il remarqua que les opérateurs radio connaissaient parfois un véritable état de transe, mais qu'ils oubliaient ce phénomène dès sa disparition. Sidney Schneider nous a raconté récemment qu'il se servit de ces conclusions pour réaliser, après-guerre, un appareil synchroniseur d'ondes. Cet instrument électronique est conçu pour atteindre différents niveaux d'hypnose par une stimulation subliminale et photométrique des ondes cérébrales. On peut l'utiliser seul ou combiné avec un enregistrement des suggestions verbales du thérapeute. Le patient n'est ni relié ni connecté à l'appareil. Les résultats sont indépendants de la distance. Il suffit de voir la lumière dans l'appareil pour atteindre des niveaux hypnotiques profonds. Dans 90% des cas, il faut environ 3 minutes pour y parvenir. En expérimentant le synchroniseur d'ondes, toutes les personnes présentes ignoraient de quelle machine il s'agissait et à quoi elle servait. Elles ignoraient d'ailleurs qu'elles étaient l'objet d'une expérience. Et 30% d'entre elles furent amenées en état d'hypnose à des degrés plus ou moins profonds. Schneider, que nous interrogeons sur le fonctionnement de son appareil, nous répondit: on peut le comparer à une transmission de télévision. Le cerveau humain produit des impulsions ou ondes électriques sur certaines fréquences. Ce fait bien connu et on l'utilise en médecine depuis 1929. Ces connaissances ont d'ailleurs permis d'inventer l'électroencéphalogramme, qui enregistre les ondes émises par le cerveau. Ma machine, elle, est très proche, dans son fonctionnement, d'un système de télévision. Si l'image de notre récepteur est captée sur l'écran et n'en déborde pas, c'est que les impulsions du récepteur se synchronisent avec celles de la station émettrice. Le récepteur fonctionne obligatoirement à un niveau contrôlé par l'émetteur et l'image suit ses directives. Tout comme l'émetteur de la station de télévision, le synchroniseur d'ondes produit aussi des impulsions synchronisées et par stimulation lumineuse, les ondes émises depuis le synchroniseur bloquent la fréquence des ondes du cerveau. L'hypnose se produit alors. Pour comprendre le processus, il vous suffit de comparer votre cerveau en récepteur et le synchroniseur d'ondes à un émetteur de télévision. Il est dangereux d'en savoir trop peu. Nous avons rapidement examiné quelques-unes des forces invisibles provenant de causes physiques connues. Nous allons aborder maintenant un domaine moins connu en examinant le problème des phénomènes psychiques dans la perception extrasensorielle. Comment réagissons-nous face à un événement ou une influence extérieure que nous ne pouvons saisir ou comprendre avec nos sens? 1. La télépathie ou sensation éprouvée par transfert d'un événement se produisant à distance ou dans des circonstances qui font que sa connaissance semble matérielle au moins impossible. 2. La clairvoyance ou pouvoir de discerner ce que nos sens ne peuvent percevoir. 3. La précognition ou connaissance du futur. 4. La postcognition ou connaissance du passé. Mais gardons notre sang-froid et faisons preuve de bon sens pour explorer ces domaines inconnus. Pour traverser la rivière du doute, vous pouvez vous appuyer sur des faits. Le mieux encore, c'est de se fier à un guide expérimenté qui connaît les sentiers sûrs. Mais avant d'y arriver, faisons un bref historique. Le célèbre livre de Thomas J. Hudson, Les phénomènes psychiques et leurs lois, fut publié en 1893. Il conquit rapidement un vaste public. Il y relatait quantité d'histoires terrifiantes traitant d'expériences psychiques activant l'imagination des lecteurs qui souvent, mal préparés à cette lecture, en déformaient la portée.
Depuis lors, l'intérêt du public pour tout ce qui touche au phénomène psychique n'a cessé d'augmenter. Mais bien des gens qui abordaient ce domaine sans aucune préparation en ont l'esprit en rien dérangé. Leur connaissance réelle des pouvoirs psychiques était quasi inexistante, et l'attrait qu'ils ressentaient était fait de terreur superstitieuse et d'un goût pour le magnétisme. Ceux qui manquaient de bon sens et d'équilibre se laissèrent littéralement fasciner par ces recherches. Il est donc facile de comprendre pourquoi tant de personnalités du monde religieux, tant de savants et de bienfaiteurs de l'humanité ont frappé d'anathème le domaine des phénomènes psychiques. Ils craignaient que le jugement des gens ne soit faussé par leur imagination, ce mélange de fiction, l'abus et le charlatanisme, que la base même des principes religieux ne soit ébranlée et détournée de sa véritable vocation. On se méfiait alors de tout ce qui, de près ou de loin, touchait les phénomènes psychiques. Ce domaine devint un tabou. Mais fort heureusement, malgré les dangers ou les tabous, malgré l'ostracisme social ou professionnel auquel il se heurtait, des hommes courageux, honorables, pleins de bon sens, voulurent partir à la recherche de la vérité. C'est grâce au docteur Joseph Banks Rhine de l'université Duke et de sa femme, le docteur Louisa Rhine, que l'étude des phénomènes psychiques retrouva ses lettres de noblesse. La lutte du docteur Rhine fut ardue et difficile, car il n'est pas simple de produire spontanément des phénomènes psychiques en laboratoire. Habituellement, ils surviennent inopinément. Lorsqu'un sujet se trouve sous l'emprise d'une violente émotion ou d'un désir obsessionnel intense, par exemple au moment de la mort d'un être cher. Toujours est-il qu'ils menèrent pendant 30 ans des expériences contrôlant le laboratoire selon des règles scientifiques strictes. Westinghouse a prévu d'investir dans les communications extrasensorielles. Encore aujourd'hui, celui qui s'intéresse aux phénomènes psychiques se met automatiquement sous l'égide du docteur Rhine, ou s'en réfère à l'université Duke pour faire admettre ses propres théories. Nous ne faisons d'ailleurs pas exception à la règle. Si ce sujet vous intéresse, laissez-vous guider par le docteur Rhine et lisez les ouvrages dont il est l'auteur ou le co-auteur, notamment son livre L'esprit et son approche. Le docteur Rhine a parfaitement réussi à lever les tabous qui empêchaient les recherches psychiques, comme il a d'ailleurs éclairé les réels pouvoirs de l'esprit. Lors d'une récente interview, le docteur Peter Castruccio, directeur de l'Institut d'astronomie Westinghouse, a confirmé que son équipe de savants recherchait le moyen d'utiliser la télépathie et la clairvoyance pour des communications à longue distance. Et ce sont les expériences du docteur Rhine qui sont à l'origine de cette décision. On se demande avec un peu de scepticisme si cette recherche aboutira. Mais il suffit de se rappeler un passé pas lointain où certaines idées faisaient sourire et paraissaient même irréalisables. Nous ne citerons que la transformation de la matière en énergie et de l'énergie en matière, la fission de l'atome, le lancement des satellites, les avions en réaction, les applications domestiques de la science, la télévision par exemple. Et que dire des énormes cerveaux électroniques appelés ordinateurs? Chacun fit élaborer, penser, fabriqué par l'homme. Nous possédons actuellement des machines qui fonctionnent à la vitesse de la lumière, qui effectuent 40 000 opérations arithmétiques à la seconde et qui décèlent et corrigent leurs propres erreurs. Ces machines existent parce que l'homme y a inséré des circuits électroniques qui, à bien des égards, ont un fonctionnement qui se compare à celui du système nerveux humain. Devant le scepticisme affiché en matière psychique, nous répondons, ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. Mais malgré tout, aucune machine, aucune invention humaine n'est aussi merveilleuse que l'incomparable machine que vous possédez, votre corps, ou que sa merveille électrique, votre cerveau. L'homme est plus et mieux qu'un corps avec un cerveau. Vous êtes un esprit en corps, un esprit possédant des pouvoirs connus et inconnus et influencés par eux, un esprit formé de deux parties, la conscience et le subconscient. Nous avons surtout mis l'accent sur le subconscient, ses pouvoirs et les forces connues et inconnues qui le font agir. Le prochain chapitre traite de ce domaine. Si vous ne savez pas encore sur quel bouton ou sur quelle manette pousser pour que la machine que vous possédez vous donne ce que vous désirez, explorez les puissances de votre esprit. Pensez à méditer. 1. Vous êtes un esprit et un corps. Votre corps est une machine électronique et votre cerveau un mécanisme des plus subtils. 2. Votre esprit comprend une partie consciente et une autre subconsciente qui fonctionnent conjointement. 3. L'autosuggestion consciente s'oppose à l'autosuggestion, reflétant une activité inconsciente.
L'autosuggestion envoie automatiquement des messages du subconscient au conscient et commande les différentes parties du corps. Le subconscient est le siège des habitudes, de la mémoire, des règles de conduite inviolables. 4. Jour après jour, je vais de mieux en mieux. Les auto-affirmations répétées avec fréquence, rapidité et conviction atteignent le subconscient et le font réagir. Bill Malcolm obtient la santé en utilisant la suggestion personnelle. 5. Coué fit cette grande découverte. Vous pouvez utiliser de saines suggestions positives pour vous soigner vous-même. Et vous pouvez également repousser les suggestions négatives et néfastes. 6. Apprenez à utiliser la suggestion adéquate pour faire réagir les autres. Apprenez à faire usage des autosuggestions conscientes dont vous connaissez la portée. Vous acquérez ainsi la santé physique et mentale, le bonheur et le succès. 7. Si vous y croyez, vous y arriverez. 8. Pour exercer une influence constructive, adoptez une attitude mentale positive. 9. Votre cerveau produit de l'énergie sous forme d'ondes cérébrales. Cette énergie est une puissance qui peut agir sur une autre personne ou sur un objet. 10. Il est dangereux d'en savoir trop peu. Ayez le courage d'explorer les pouvoirs de votre esprit. Lorsque vous aborderez le territoire dangereux et inexploré des phénomènes psychiques, prenez le docteur Joseph Banks-Rhine pour guide. Jour après jour, par la grâce de Dieu, je vais de mieux en mieux.